Au lendemain des violentes manifestations dans le quartier où réside Ousmane Sonko et dans d'autres quartiers et localités du Sénégal, la vie reprend son cours normal ou presque. Dans la cité Keur Gorgui, la police a quadrillé le domicile du leader du PASTEF et les habitants sont toujours traumatisés par les violences des événements d'hier. Cité Keur Gorgui, un quartier réputé calme mais devenu depuis hier la hantise de ceux qui le fréquentent, y compris les conducteurs de taxi. Reportage Salimata Ao. Un taximan apeuré. La dure journée d'hier est restée dans sa mémoire. Finalement, il décide de nous conduire à la cité Keur Gorgui, chez Ousmane Sonko. Des voitures calcinées, des pneus en cendres ornent la ruelle qui mène vers le domicile du leader du PASTEF. Ce riverain dit ne pas avoir de mots pour qualifier ces violences. On était barricadés chez nous sans pouvoir sortir avec des jets de lacrymogènes concentrés dans les maisons. Effectivement, c'était pénible, quoi. Heureusement, ils étaient à l'école. Effectivement, par exemple, ne serait-ce que le chien, on était obligé de le mettre à l'intérieur. La lacrymogène était trop présente parce que ça se passe dans notre rue. Effectivement, ça devient compliqué quand on ne peut même pas circuler et puis vivre normalement, quoi. Juste à côté, le siège du Prodac endommagé. Monsieur Ndao, presque en larmes, revient sur sa mésaventure. On le déplore, Prodac, c'est pour la jeunesse. Et si les jeunesses viennent que ça casse notre siège, vraiment c'est déplorable. On ne peut pas le cautionner. Pour marcher, mais pas casser. Ça, c'est difficile. Même je n'ai pas les mots à part. On est vraiment... C'était très difficile. Si ce n'était pas les forces de l'ordre, ça aurait pu être plus pire que ça. Le boutiquier du coin n'a pas été épargné. Son kiosque à pain a été brûlé, dit-il. Voilà. Mais finalement, bon, alhamdulillah. Des manifestations que regrettent même des militants du PASTEF qui demandent aussi à l'État de revoir sa politique. Le domicile de Ousmane Sonko reste quadrillé par les forces de l'ordre. Des journalistes défilent, mais il y a des limites à ne pas franchir. Restons dans la cité Keur Gorgui où certains établissements ont demandé aux élèves de rester à la maison aujourd'hui. Les riverains, eux, sont toujours sous le choc. C'est ce que nous confirme ce reportage d'Anna Rocha. La journée d'hier a été éprouvante. Du jamais vu de mémoire de riverains de la cité Keur Gorgui témoigne ce vieux boutiquier du coin, Bassirou Gueye. Nous n'avons pas encore l'esprit tranquille. Les forces de l'ordre continuent à patrouiller. Jusqu'à 18h, tout était fermé ici. Il a beaucoup hésité avant de venir travailler ce matin, tout comme Christian Bangoura, agent dans un centre d'appel du quartier. 24 heures après les faits, le jeune homme a encore du mal à comprendre comment et pourquoi les choses ont dégénéré. Des gens qui étaient blessés, bon, ça ne nécessite pas autant de violence pour attraper seulement une personne. C'est désolant de voir un Sénégal à cette étape. On a eu un peu peur, mais bon, néanmoins là, il n'y a rien qui se passe. Bien musclé, Amadou Kane dépasse le mètre 80. Agent de sécurité, lui n'a pas peur, mais demande simplement à tout le monde de revenir à la raison. Certains citoyens ont perdu leurs biens dans les violences. D'autres ont peur de sortir de chez eux pour ne pas se faire blesser. Donc il faut vraiment que tout le monde revienne à de meilleurs sentiments. Après les violences, le calme est revenu, oui, à la cité Keur Gorgui. Mais un calme précaire. La présence des forces de l'ordre et la fermeture de certaines écoles témoignent de la tension qui y règne encore. La société de transport Dakar Dem Dikk a repris le trafic après une suspension due à des casses enregistrées hier. 2 bus ont été caillassés lors des manifestations organisées par les militants du parti PASTEF. Les syndicalistes de cette entreprise dénoncent de tels actes et appellent à la responsabilité. Écoutons Diatta Fall, le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Hier, nous avons vécu une situation vraiment déplorable même, parce que 2 de nos bus ont été caillassés. Je dis bien 2 de nos bus ont été caillassés. Le premier bus, c'est sur la ligne 121, à hauteur de BM Sacré-Cœur. Donc, le deuxième bus, c'est là sur la ligne 20,
sur la rue 13, à côté de Dieuppeul. Donc la ligne 20, le bus de la ligne 20 a été vraiment caillassé, totalement caillassé. C'est déplorable, vraiment déplorable. Il y a seulement 2 bus qui se sont caillassés hier. Mais le réseau a été redéployé aujourd'hui même. Donc toutes les lignes sont en train de circuler comme ça. Je vais essayer d'appeler à tout un chacun la responsabilité. C'est-à-dire non seulement les étudiants, mais aussi la population en général, les partis politiques surtout, qu'ils sachent que Dakar Dem Dikk, c'est un patrimoine national. Dakar Dem Dikk appartient à toute la population sénégalaise. Pratiquement, tous les usagers de Dakar Dem Dikk, ce sont nous. Et les travailleurs aussi de Dakar Dem Dikk font partie de la population et ce sont leurs frères et leurs sœurs. Donc, si Dakar Dem Dikk a des problèmes, cela va impacter non seulement la population, mais aussi les travailleurs de Dakar Dem Dikk. Et donc, personne ne souhaite que les travailleurs de Dakar Dem Dikk aillent en chômage. Écoutons à présent des réactions du côté de PASTEF. D'abord à propos des violentes manifestations d'hier après l'appel à la résistance lancé par Ousmane Sonko. Le parti PASTEF rejette tout délit d'appel à l'insurrection. Selon le secrétaire national à la communication, les Sénégalais se sont déplacés de façon spontanée au domicile d'Ousmane Sonko pour s'opposer à l'arbitraire. El Hadj Malick Ndiaye qui souligne par ailleurs que si son immunité parlementaire est levée, Ousmane Sonko va déférer à la convocation de la gendarmerie. Il était l'invité de RFM Matin. Sonko est un député, donc pour pouvoir le convoquer et l'entendre, il va falloir d'abord lever son immunité parlementaire. Il avait dit clairement que si son immunité parlementaire est levée le lendemain à 9h, à 9h05, il sera déjà là-bas pour répondre à toutes leurs questions. Et il avait encore précisé qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est majoritairement dominée par le camp du pouvoir qui est derrière cette affaire-là. Donc pour lever son immunité parlementaire, c'est vite fait. Et donc nous sommes là avec nos avocats en train d'attendre la suite. Alors, de violentes manifestations hier à Dakar et dans d'autres localités après l'appel à la résistance de Ousmane Sonko. Ne craignez-vous pas que l'on vous colle le délit d'appel à l'insurrection? Je pense qu'on ne peut pas nous coller ça parce que dans des situations pareilles, naturellement, il faut demander aux Sénégalais de se tenir prêts contre la forfaiture, comme l'avait fait l'actuel président Macky Sall le 19 juin d'abord 2011, où il disait la confrontation avec le pouvoir est inévitable et l'armée devra prendre ses responsabilités. Et le lendemain, le 20 juin, il dit lui-même: j'appelle tous les militants républicains et les Sénégalais soucieux de l'avenir de notre pays et de nos institutions de venir nous rejoindre dans la rue, faire cesser le processus de monarchisation. Le combat contre le régime se fera dans la rue. Et aujourd'hui, on ne parle même pas de monarchisation, on parle de dictature. Et aujourd'hui, on ne saurait l'accepter. Hier, ce ne sont pas les militants de Sonko qui sont venus, ce sont les Sénégalais qui ont été écœurés par cette bassesse-là, une cabale politique. Ce que les Sénégalais n'accepteront pas. Et ça ne fait que démarrer, ça je vous le dis. Pour être complet, entendons maintenant la coordination de la zone sud du mouvement Jigéen Pastef qui s'indigne de ce qu'elle appelle une campagne acharnée par le régime en place pour nuire à la réputation de leur leader par des accusations à tort et à travers. Ces femmes prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces manœuvres orchestrées par le régime en place et demandent au procureur de prendre son courage à deux mains pour arrêter ces actes qui n'honorent pas notre pays et font reculer notre démocratie. Fin de citation. Voici à ce propos Fatimata Bintou Djedjou, coordonnatrice de la zone sud du mouvement Jigéen Pastef, au micro de Max Euclide de Kamfani. Nous voulons en tout cas tenir à témoin tout le peuple africain, toute la diaspora, le monde entier par rapport à notre chef d'État qui incarne plus un chef de parti et qui ne ménage aucun effort pour détruire le peu de démocratie qui nous reste dans ce pays. Aujourd'hui, en tout cas faire tomber le leader Ousmane Sonko, mais en réalité, ils sont en train de le rendre plus grand que jamais. Nous, en tout cas les patriotes, nous lançons en tout cas un appel fort parce que malgré tout ce qui se passe, il est en train d'être promu, en tout cas pour être le prochain président de l'Union africaine. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays n'honore pas, en tout cas, un tel président de la République de gérer l'unité africaine. Et nous lançons un appel solennel à tout le monde, tous les Africains, partout où ils sont, de se mobiliser et de refuser à ce que le président Macky Sall soit le prochain président de l'Union africaine. Parce que actuellement, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de travailler dans
dans ce sens. Nous refusons qu'un dictateur de cette envergure, qu'une personne qui est très petite, parce qu'aujourd'hui, ce que nous notons, sa stratégie de déstabiliser vraiment ses opposants, c'est une manière vraiment très petite de sa part et c'est tellement flagrant que le peuple sénégalais en est témoin. Mais en charge au procureur de la République de faire cesser cette attaque inacceptable à notre état de droit. Les patriotes seront debout. Et Macky Sall a choisi de mettre le pays à feu et à sang. Eh bien, nous ne reculerons pas. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Le reste de l'actualité nous mène à Kaolack où le juge de la chambre criminelle du tribunal de grande instance reste introuvable. Notre correspondant nous informe que pour le moment, on ignore les raisons de son absence. Mais les audiences ont démarré tout de même ce matin. D'autres affaires sont appelées à la barre. Kaolack, l'appel d'Ibrahim Adjamé. L'audience de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kaolack a repris ce matin après la fausse ouverture constatée hier avec l'absence d'un juge qui n'avait pas fait signe de vie. Devant cette situation, le président du tribunal était dans l'obligation de renvoyer l'audience à une date ultérieure. Mais jusque-là, l'on ignore les raisons de l'absence de ce magistrat, ce qui n'était pas du goût des avocats déjà présents à la salle pour défendre leurs clients. Ils déploraient le ouf de soulagement qui s'était transformé en désespoir. Mais ce matin donc, l'audience démarre avec d'autres affaires relatives à des crimes supposés de vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage de véhicules et association de malfaiteurs. Les nommés Ousseinou Awad, Mamadou Bassirounian et Djibindiaï sont actuellement devant la barre de la chambre criminelle pour répondre de ces crimes supposés. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. À 12h14, venons-en maintenant au bilan du jour de l'épidémie de Covid-19. 11 nouveaux décès ont été enregistrés hier lundi, ce qui porte le nombre de morts à 700 aujourd'hui. Ce mardi 9 février, 188 tests sont revenus positifs sur 1329 effectués. Il s'agit de 61 cas contacts et 127 cas de contamination communautaire, dont 12 à Liberté 6, 11 à Kaolack, 8 à Mbour et 6 à Matam et Thiès. Thiès, où l'on continue de parler du décès de cette sage-femme dont on dit qu'elle est morte du Covid-19, contrairement aux rumeurs selon lesquelles elle est décédée au niveau du centre de traitement de l'hôpital régional de Thiès. La direction de l'hôpital précise qu'elle a rendu l'âme à Touba où elle avait été évacuée. Les infirmiers d'État et sages-femmes de Thiès déplorent les conditions dans lesquelles elle est décédée, tout en fustigeant le manque de moyens au niveau du CTE de Thiès et au niveau des différentes structures sanitaires de la capitale du Rail. Reportage Cheikh Anta Diop. Fama Mbaye, cette dame, sage-femme de profession, a servi plus d'une dizaine d'années au poste de santé de Petit Thialé à Thiès. Elle est décédée. Ses collègues sages-femmes et infirmiers d'État de Thiès déplorent les conditions dans lesquelles elle a rendu l'âme suite à une maladie. Massamba Gaye, chargé de revendications, section Sud-Sas 10e. Je voudrais profiter peut-être pour prier encore une fois pour le repos de l'âme de notre collègue Fama, décédée dans des conditions que nous déplorons. Pourquoi nous déplorons? Parce que pensons que être agent dans un système de santé, travailler à Thiès, servir les populations pendant autant de temps, et ne pas pouvoir être pris en charge dans Thiès, nous pensons que c'est déplorable. Parce que ce n'est pas le médecin-chef qui est en cause, parce qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a pris en charge, il a sorti de sa poche pour même payer les scanners. Mais qu'au niveau de Thiès, on ne puisse pas avoir un lit pour prendre en charge une collègue qui était dans une situation difficile, ça nous déplorons. Il n'y a qu'un centre de prise en charge au niveau de l'hôpital régional qui est ouvert présentement. Tous les autres ont été fermés. Ça nous mène à ce genre de situation. Ces agents de santé déplorent le fait qu'ils ne sont pas en sécurité. Là où nous parlons, c'est les gens qui se débrouillent. De temps en temps, le district nous fournit des masques. Le médecin-chef trouve des masques ou bien des gants, nous en dote. Mais ce n'est pas ça. Nous avons besoin d'être protégés. Parce que nous protéger, c'est protéger la population en fait. La direction de l'hôpital Amadou Sakhine Degen de Thiès précise que la dame n'est pas décédée à l'hôpital régional. Elle a été prise en charge au niveau du district sanitaire de Thiès, puis transférée à bord d'une ambulance médicalisée à Touba, où elle a fini par rendre l'âme. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et puis cette réaction, celle de la présidente de l'association des sages-femmes d'État du Sénégal,
Elle trouve regrettable cette disparition qui aurait pu être évitée. Bigé Bambodj interpelle l'État sur le déficit d'équipements médicaux, mais également elle demande aux populations de respecter les gestes barrières pour protéger les personnels de santé et ainsi éviter la stigmatisation qui participe à l'explosion des cas. Elle est avec Awambay. C'est un sentiment de tristesse, de désolation, mais également de frustration. Cela démontre vraiment la nécessité, l'urgence que les communautés puissent s'approprier cette lutte contre cette pandémie de coronavirus. Parce que nous sommes dans un pays pauvre, quoi qu'on dise. Et des stratégies structurantes, nous les attendons au niveau de l'État, qu'on ait beaucoup plus de structures de santé, de lits de réanimation qui répondent vraiment aux normes et que l'offre de services de soins soit à la hauteur de la demande, que le plateau technique soit relevé. Également, il faudrait que la population comprenne que si tout le monde est malade, que les gens se cachent, que les gens également n'acceptent pas le respect des mesures barrières, que la stigmatisation continue. Les conséquences, ce sera ça. Donc, Awambay, Ndeye Fama Mbaye, une jeune sage-femme très engagée, elle est tombée les armes à la main parce que c'est un personnel qui, dans la continuité de l'offre de services, a été contaminé et malheureusement n'a pas pu bénéficier de prise en charge. Vous comprenez la détresse dans laquelle sa famille est, mais également nous, sa famille professionnelle. Voir une collègue qui est malade, qui a besoin de soins intensifs et qu'on ne puisse pas le lui donner par manque de place. Je crois que ceci devrait être le déclic. Et puis cette question, faut-il instaurer définitivement la journée continue dans l'élémentaire, même en dehors du contexte de l'épidémie de Covid-19 ? Des acteurs de l'éducation approuvent l'idée d'un réaménagement des horaires, mais soulignent que l'essentiel reste le respect du quantum horaire et d'une éducation de qualité. Koumba Sandiane Faye. Entre fermeture des classes et réouverture, prolongation des vacances du premier trimestre, l'idée de suspendre les cours de l'après-midi est aussi agitée ces jours-ci pour sauver l'école d'une large contamination du virus. Cheikh Touré est inspecteur de l'éducation pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui à la retraite, une éducation de qualité le préoccupe. Mais il faut aussi protéger les enfants du virus. Un réaménagement du calendrier scolaire est nécessaire, soutient-il. Il y a beaucoup plus de possibilités de contamination que, en fait, s'ils viennent le matin et que le quantum du matin soit bien utilisé pour donner l'essentiel à nos enfants, on peut quand même les protéger pour qu'ils ne reviennent pas encore le soir et prendre des risques. Et pour Souley Gorbalsi, quoi qu'il en soit, il faut respecter le quantum horaire, même s'il faut penser à suspendre les cours de l'après-midi. Dans le contexte de cette pandémie de Covid, le fait d'augmenter les horaires et faire une journée continue, ça peut aussi aider à lutter contre cette pandémie pour éviter que cette pandémie ne se répande pas dans nos établissements scolaires. Nous pensons que ce quantum doit être respecté dans tous les ordres d'enseignement. Respecter le quantum horaire, l'inspecteur Touré le comprend ainsi. Au Sénégal, nous visons un quantum horaire de 900 heures. Maintenant, un quantum horaire, c'est quoi? C'est le temps qu'on définit pour l'acquisition d'un certain nombre de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. On peut passer 2000 heures à enseigner des choses inutiles à nos enfants. On est dans une approche par les compétences et qu'on enseigne juste ce dont les enfants ont besoin pour être préparés à la vie. Aujourd'hui, pour limiter les dégâts du Covid dans les écoles, l'idée du double flux est aussi émise, c'est-à-dire prendre en charge les élèves en 2 groupes. 12h21, oxaliplatine, Andoxan, Avastin, 3 médicaments introuvables depuis un certain temps dans les pharmacies des hôpitaux. Or, ces produits sont essentiels dans le traitement par chimiothérapie de certains cancers. Certains malades en cherchent depuis au moins 2 semaines, en vain, une pénurie qui risque de faire mal à Wambay. Les malades du cancer ont vu leur planning de cure de chimiothérapie bouleversé à cause de la rupture des médicaments oxaliplatine, Andoxan et Avastin. La situation dure plus de 2 semaines maintenant. Pour les spécialistes en oncologie, ces médicaments occupent une place de choix dans le traitement puisqu'ils sont en première ligne pour les cancers digestifs, du sein, de l'ovaire, entre autres. Les pharmacies des hôpitaux ne disposent plus de ces médicaments gratuits ou subventionnés.
journée. Les malades du cancer sont aujourd'hui anxieux parce que cette rupture peut entraîner une perte de leurs bénéfices thérapeutiques acquis grâce à la chimiothérapie. Plus grave, leur état de santé risque de se dégrader et réduire à néant leurs chances de survie. Si rien n'est fait, cette pénurie pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la prise en charge des malades du cancer en chimiothérapie. Jointe par Awambaye, la pharmacie nationale d'approvisionnement a réagi à cette rupture. Elle est due à un retard de livraison de la part des fournisseurs. Le contexte de pandémie de Covid-19 n'arrangeant rien et les vols n'étant toujours pas disponibles. Selon la cellule de communication de la PNA, les produits seront disponibles à partir de vendredi. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Mali, la mise en œuvre de l'accord d'Alger au centre d'une rencontre entre parties maliennes. Elle se concerte sur le volet défense et sécurité. C'est dans le dessein de répondre aux attentes des populations. La rencontre, Souleymane, s'est ouverte hier à Bamako et prend fin aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, les tournées et rencontres en faveur de la paix se multiplient. Cela à quelques semaines des élections législatives. Le ministre de la Réconciliation nationale a appelé les différents acteurs à être des apôtres de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale. Gobi Ayabi. Acteurs politiques, guides religieux, membres de la société civile et les chefs traditionnels se sont réunis autour du ministre de la Réconciliation nationale ce 8 février à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. À l'ordre du jour, la réconciliation des filles et fils du pays à l'approche des élections législatives. Kwadjo Konan-Bertin demande aux Ivoiriens de désarmer leur cœur. J'exhorte nos leaders politiques à désarmer leurs paroles, nos partenaires de la presse à désarmer leurs plumes et nos populations à désarmer leur cœur en vue de créer un climat social apaisé et aboutir à des élections législatives sans heurts. La réconciliation devient dès lors un impérieux devoir pour tout habitant de la Côte d'Ivoire, car sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et sans paix, pas de développement durable. Le choix du lieu de la rencontre n'est pas anodin. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est une institution de recherche sur les questions de paix. Elle a été créée en 1973 par feu Félix Houphouët-Boigny, qu'on surnomma l'apôtre de paix. Ici, Abidjan Goubier Yabi, RFM. En Guinée, le tribunal de première instance de Dixine a condamné l'opposant Mamadi Condé à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 100 millions de francs guinéens, soit 5 millions de francs CFA. Le verdict de son jugement est tombé hier. Il était poursuivi pour des faits de téléchargement, diffusion de messages, photos, dessins de nature raciste ou xénophobe, menaces, violences et injures par le biais d'un système informatique. Mamadi Condé a été arrêté au lendemain de la présidentielle du 18 octobre dernier. Au Tchad, 14 opposants ont été placés en détention hier. Ils seront jugés pour avoir bravé une interdiction de manifester samedi, le jour de l'annonce même de la candidature de Idriss Déby pour un 6e mandat en vue de la présidentielle du 11 avril prochain. Plus de 400 migrants sauvés en mer Méditerranée. 422 précisément, ces migrants sont secourus au large des côtes libyennes et sont arrivés en Italie où ils ont débarqué hier lundi. Selon l'ONG SOS Méditerranée, les 422 migrants, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne, ont été sauvés au cours de plusieurs opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée entre les 4 et 5 février. Au Maroc, 24 personnes ont perdu la vie dans l'inondation d'un atelier clandestin de textile à Tanger. Les employés de cet atelier installé au sous-sol d'une maison ont été piégés hier donc par les eaux des pluies torrentielles. 10 survivants ont été conduits à l'hôpital. Une enquête judiciaire a été ouverte pour élucider les circonstances et déterminer les responsabilités du drame. Et puis l'ouverture ce mardi aux États-Unis du 2e procès en destitution de Donald Trump. Donald Trump qui devient le premier président américain à affronter à 2 reprises cette procédure. Trump est accusé d'avoir incité l'insurrection qui a conduit une foule de ses partisans à investir le Capitole le 6 janvier dernier. L'incident avait fait 5 morts. Hier, ses avocats ont transmis leur argumentaire au Sénat, demandant tout simplement l'annulation du procès. Pour que Donald Trump soit condamné, il faudrait que 17 sénateurs républicains se rallient aux démocrates, ce qui, selon les observateurs, est plus qu'improbable. Merci Georges Déthié Diop, il est 12h27. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quelles pourraient être les incidences de l'affaire Ousmane Sonko au plan politique, sécuritaire et autres? Tentative de réponse avec nos deux intervenants du jour. Nous serons avec Babacar John, directeur de publication de l'I Quotidien, et Mamadou Si Albert, analyste politique. RFM Sport. Le sport, c'est avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Suleiman. Tournoi de l'UFOA, le Sénégal croise la Mauritanie cet après-midi. C'est pour le dernier match de la phase de poule pour les Lions du Sénégal qui avaient réussi à remporter leur première sortie. C'était face à la Gambie, 4-2 en match d'ouverture. Pour Malick Daf, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, c'est un match entre voisins. Il va falloir donc être concentré et appliqué. Malick Daf, que nous écoutons. Il faut jouer les matchs les uns après les autres et essayer toujours de gagner, Inch'Allah, c'est très bon Dieu. L'objectif est toujours le même, c'est gagner tous les matchs. Parce que quand tu veux partir en Afrique, il faut gagner les matchs. Il ne faut pas avoir de fixation sur les adversaires. Donc tous les adversaires sont importants. C'est des jeunes joueurs encore, il faut qu'on leur recadre parce qu'il faut beaucoup de concentration dans les matchs de haut niveau. Du côté de la Mauritanie, on sait qu'après la défaite lors de la première journée, on n'a plus droit à l'erreur, d'où la concentration et l'appel à la révolte à ces joueurs du sélectionneur Oumar Ndiaye qui estime que le Sénégal a une bonne équipe, mais la sienne fera face au Oumar Ndiaye que nous écoutons. On sait que c'est un match un peu spécial. Déjà, par rapport à cette Coupe d'Afrique, nous, on reste sur un premier match où nous avons perdu face à la Gambie et le Sénégal, un premier match où ils ont gagné face à la Gambie. Donc aujourd'hui, on va dire on est un peu dos au mur. C'est le dernier match de poule et il va falloir essayer de réaliser un exploit. Maintenant, on sait que c'est un match spécial. Mauritanie-Sénégal, ça a toujours été un match spécial. Donc, rien n'est joué en avance. On sait que sur le terrain, les jeunes auront un cœur de montrer, en tout cas, les valeurs de la Mauritanie et essayer de se rattraper par rapport à ce premier match qui a été difficile, qui a été mal abordé, je pense, avec un peu d'appréhension pour ce premier match, cet événement de Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on est conscient que va falloir faire un gros match face aux pays hôtes et aussi un des favoris de cette Coupe d'Afrique. On sait qu'en face, c'est beaucoup de jeunes des académies sénégalaises, c'est talentueux. C'est un pays qui travaille énormément sur ces catégories jeunes. Donc on s'attend à voir un grand match. Un grand match à noter à 14h, toujours au stade Lat Dior de Thiès. La Guinée-Bissau défiera l'équipe malienne. L'enjeu de cette rencontre, la première place de la poule B. Football toujours, on joue les phases finales des coupes en Italie et en Angleterre. En Italie d'abord, où l'on joue les demi-finales de la Coupe d'Italie avec une très belle affiche ce soir. La Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo face à l'Inter de Milan de Romelu Lukaku. Demain, on aura Naples face à l'équipe de l'Atalanta Bergame. En Angleterre, la FA Cup joue ses huitièmes de finale. Burnley face à l'équipe de Bournemouth. West Ham défiera l'équipe de Manchester United. La suite est prévue demain, alors qu'en Espagne, on met à jour le calendrier pour le compte de la première journée. Avec ce match prévu à 20h, le Real de Madrid qui joue contre l'équipe de Retafe Suleiman. Merci Malal Diagne Junior à 12h30. La presse de ce mardi 9 février 2021, lue et commentée par Georges Détié-Diop. L'Assemblée nationale entre en action dans l'affaire du salon Suite Beauté. Le Soleil révèle que sauf retournement de situation, c'est aujourd'hui que l'institution parlementaire sera saisie aux fins de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Et la procédure, selon le quotidien gouvernemental, va durer 8 jours au minimum en cas d'acceptation de la requête par le bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui n'est pas encore saisie si l'on se fie au journal Les Échos, mais mon confrère souligne que ça ne saurait tarder. L'enquête s'inscrit dans le même registre et indique que suite à l'invocation par le député Ousmane Sonko de son immunité parlementaire, la section de recherche de la gendarmerie a informé le parquet qui devra mettre en branle la procédure de levée de l'immunité parlementaire devant l'Assemblée nationale. Enquête qui informe par ailleurs que le procureur va parler. En attendant, l'Observateur et Les Échos renseignent que la section de recherche a bouclé l'enquête et selon Les Échos, le dossier sera envoyé au procureur aujourd'hui. Pour l'Obs, il l'est déjà et il revient maintenant au parquet de dérouler la procédure pouvant aboutir à la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Ousmane Sonko qui a refusé de déférer à la convocation de la gendarmerie invoquant son immunité parlementaire. Hier, ses partisans ont rué devant son domicile pour le soutenir et s'ériger en bouclier comme le
le souligne Sud Quotidien. Les militants de PASTEF qui se sont frottés aux forces de l'ordre toute la journée d'hier pour s'opposer à toute arrestation de leur leader accusé de viol sur une masseuse. Des manifestations violentes ont rythmé le quotidien d'hier. De nombreux dégâts matériels, des blessés enregistrés, des véhicules incendiés au champ Sacré-Cœur, Total Rond-Point Liberté 6 et des kiosques Orange Monnaie mis à sac. La presse n'en a ce matin que pour la folle journée d'hier. Intifada à Dakar, s'exclame Le Témoin. Enquête parle de furie et destruction. Selon l'AS, les sonkistes mettent le feu partout. Les Échos renchérissent que les pro-Sonko enflamment Sacré-Cœur et les enseignes françaises. Tribune affirme que les pro-Sonko dominent la rue entre Dakar et Paris. Source A parle de vandalisme des Sonkos Boys. Source A, comme l'Observateur, informe que les domiciles de Mahmoud Saleh à Sacré-Cœur et de la maman de Mamadou Mamour Diallo à Louga ont été vandalisés. Oui, parce que ce n'est pas que Dakar qui a enregistré des manifestations. Selon Le Témoin, Ziguinchor, Thiès, Louga et Paris n'étaient pas en reste. Et le journal Le Quotidien de souligner que ces actes de violence semblent avoir heurté les autorités qui n'entendent pas les laisser impunis. Le Quotidien dit avoir appris qu'au-delà des auteurs, c'est Sonko lui-même qui pourrait être visé après son appel à résistance suivi d'effet. Selon mon confrère, l'État pourrait envisager une autre procédure contre le leader de PASTEF, cette fois appel à l'insurrection. En tous les cas, Sonko a reçu le soutien des membres de l'opposition. L'Observateur, qui plonge ses lecteurs dans l'intimité de la maison du leader de PASTEF, nous apprend que Ousmane Sonko a reçu la visite de Khalifa Sall, Thierno Bokoum, Mame Diarra Fam, Guy Marius Sagna, entre autres. Ainsi, Sud Quotidien affirme que l'opposition s'érige en bouclier de Sonko. L'opposition, si l'on se fie à Source A piqué une grosse colère. L'opposition présente au dialogue politique. Et pour cause, les 3 auditeurs du fichier électoral ont été présentés à la Direction générale des élections par le cabinet ERA à l'insu des acteurs de la commission politique. Ainsi, renseigne Source A, l'opposition a exigé vendredi du représentant du cabinet ERA de prendre toutes les dispositions pour que les 3 experts à Dakar arrêtent tout contact avec les acteurs, y compris l'administration. À la une de Libération, effondrement d'un immeuble en construction à Khodoba dans la commune de Kermoussa. L'autorisation de construire introuvable. L'entrepreneur, selon mon confrère, ne disposait d'aucun papier. L'effondrement, le 27 janvier, a fait 5 morts. Et malgré tout, jusque-là, aucune arrestation n'a été notée. À vos kiosques et bonne